Bienvenue à cette rencontre, deuxième rencontre autour des prix Galon de la BD, qui est un prix du ministère des Armées. Et après Serra, qui était avec nous dans la première heure pour son album L'âme au bord des cheveux, qui a été récompensé par le prix Histoire et dans lequel il racontait ce qui a amené au Cambodge à l'arrivée des Khmers rouges. Nous sommes avec les auteurs qui ont été récompensés par le Grand Prix des Galons de la BD, Reynald Pélisser et Titouane, pour cet album que vous pouvez voir sur l'écran, Photographe de guerre, paru l'an dernier aux éditions Albin Michel. Et vous y racontez l'authentique histoire de deux photographes dans la guerre d'Espagne en 1936 et 1937, puis dans les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale. Ils s'appellent Hans Namus et Georges Resner, et avec eux, donc, vous racontez une guerre dans laquelle ils sont retrouvés par hasard, puisque ce n'est pas la raison pour laquelle ils se trouvaient en juillet 1936 en Espagne, et plus précisément à Barcelone, et puis voilà, qui ont été aux prises avec l'histoire, et notamment 1939-1940, eux, des Allemands qui avaient fui l'Allemagne pour la France avant que l'Allemagne ne les rattrape en France. Alors, comme je vois qu'il y a un peu tous les âges dans la salle, on va parler, ce que je disais à mademoiselle au deuxième rang, on va parler d'une histoire qui peut être un peu lointaine, vous n'avez pas forcément toutes les références. Donc, vous n'hésitez pas, si vous voyez qu'on parle de quelque chose qui ne vous semble pas clair, vous me faites un grand signe de la main, et puis on essaiera de faire en sorte que tout le monde comprenne le plus possible les propos de cette guerre ancienne. Avec vous, donc, Reynald Pélisser, vous êtes réalisateur pour la télévision et auteur de plusieurs livres sur la photographie, d'ailleurs, qu'elle soit pour la presse ou pour la préfecture, notamment. Et avec vous, Titouane, vous êtes illustrateur et dessinateur, illustrateur notamment pour des livres à destination de la jeunesse, et puis pour la presse aussi, parce qu'il y a la Revue Dessinée, il y a Le Parisien, il y a Libération. Et c'est pas la première fois que vous réalisez ensemble des bandes dessinées. Vous l'avez fait sur des différents services de différentes brigades de la police nationale. Vous l'avez fait aussi sur la marine, puisqu'après le porte-avions Charles de Gaulle, après Photographe de guerre, vous venez de publier un livre sur l'un des sous-marins de la marine, le Vigilant, paru aux éditions La Martinière. Et donc en 2023, vous étiez intéressé à cette guerre d'Espagne et à ces deux photographes qui s'y trouvaient. Quelle place justement vous donnez à ce livre par rapport à l'ensemble de votre travail et de votre travail collectif, puisque les autres albums sont plutôt des histoires françaises et plutôt des histoires récentes? Vous êtes en train de vous faire des politesses pour savoir qui souhaite répondre, mais je peux vous poser la question à vous, Reynald Pélisser, et à vous aussi, Titouane. Alors, Reynald. bonjour à tous. Alors, pour commencer, c'est vrai que la façon dont vous avez présenté les choses, on a l'impression d'avoir une appétence particulière pour tout ce qui est militaire, policier, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, effectivement, j'ai commencé par l'histoire de la photographie, mais ce qui m'intéressait, c'était la photographie sans photographe, c'est-à-dire le photomaton, le portrait d'identité ou la photo judiciaire, encore une fois, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de photographe. Et après, avec Titouane, on a commencé une série qui au départ n'était pas une série. C'est-à-dire qu'on a fait un premier reportage dessiné sur une brigade de répression du banditisme. Et puis c'était un one-shot, mais il s'avère que ça a plutôt bien fonctionné, donc on a continué. Donc, un one-shot, c'est-à-dire c'est une fois. Voilà, une seule fois. Mais comme ça a plutôt bien fonctionné, on a décidé d'aller taper un petit peu aux portes de différents services de police judiciaire qui ne sont pas ouvertes au grand public. Donc on a fait la brigade criminelle, la brigade des mineurs, et après on a cherché d'autres endroits où on pouvait également rentrer et faire un peu une enquête, toujours des reportages dessinés. Donc il y a eu Charles de Gaulle, et ce qui nous intéressait dans un sous-marin nucléaire, c'est pas le fonctionnement d'un sous-marin nucléaire, c'est pas la dissuasion nucléaire, mais c'est comment 110 personnes vivent dans une boîte en fer pendant des semaines et des semaines au fond des océans. Voilà. Cet ouvrage-là, il est différent parce que il réunit plusieurs éléments. Il réunit alors une passion pour la photo, des origines espagnoles, et l'envie et le désir de continuer de travailler toujours avec Titouane. Et on voulait
à la demande de Titoine, aller de plus en plus vers la bande dessinée, tout en conservant notre signature, qui est d'ailleurs de faire du récit, et du récit historique ou du récit actuel. Donc un jour, je suis tombé sur un supplément du journal Le Monde qui était consacré à la guerre civile en Espagne. Et il y avait une photo qui était signée, une photo de guerre, donc pendant la guerre civile, qui était signée du nom de Hans Namuth et Georges Resner. Alors dans l'histoire de la photographie, il y a très peu de photographes qui signaient deux pour une photo. Et dans l'histoire de la photographie de guerre, il y en a encore moins. Donc on a commencé un petit peu à gratter, à voir s'il y avait une histoire. Et tout d'un coup, il y a une histoire qui s'est révélée et qui est assez extraordinaire, qui est l'histoire de deux Allemands qui sont ballottés dans le tumulte et de la guerre civile en Espagne, et de la montée du nazisme, et du début de la Seconde Guerre mondiale. Et vous, Titoine, quelle place a cet album dans votre travail ? Dans mon travail, effectivement, c'est un album qui m'a permis de déjà retravailler avec Rénal, et puis d'explorer quelque chose d'un peu différent. Les albums qu'on a fait de reportages dessinés, c'est du dessin d'observation à partir de la documentation que Rénal ramène des immersions qu'il fait. Et là, il y avait le fait de se confronter à des événements passés auxquels Rénal n'a pas assisté, n'a pas fait de photos. Donc, du coup, voilà. Donc, il y avait un gros travail sur la documentation à faire. Et aussi, ça ouvrait la possibilité de faire des séquences. Alors, je ne dirais pas romancées, parce qu'on a essayé de s'en tenir vraiment à ce qu'on sait qui s'est passé, mais à essayer de dessiner des séquences, justement. C'est-à-dire que les autres livres, on était plutôt sur de l'illustration, et là, on allait plus voilà, vers de la narration, et ce qui est un travail qui m'intéressait, le fait de pouvoir raconter aussi par le geste, en fait, dans le dessin. Rénal nous a dit comment vous avez découvert les photographes, mais quel lien, comment eux vous ont intéressé ? Parce que, outre le fait qu'évidemment c'est une époque que vous n'avez pas connue, mais même ces gens-là, vous ne les avez pas connus, puisque, alors sauf si, mais bon, alors malheureusement pour Georges Resner, c'est sûr que non, parce qu'il est décédé en 1940, et Hans Namuth, lui, a une vie après ces deux guerres-là, puisqu'il est décédé en 1990, mais cet éloignement-là, c'est leurs photos, comment est-ce qu'elles vous ont parlé graphiquement ? Alors, déjà, moi, je les ai rencontrés grâce à Rénal, qui tombe sur cette photo et commence à fouiller l'histoire, et il vient me voir en disant « Ah, j'ai trouvé ça, ils ont une vie dingue, ça pourrait faire un truc, tout ça. » Voilà. Donc, en général, quand Rénal me propose un projet, moi, je suis plutôt partant, parce que je sais que ça va... Je sais comment il va se mettre à fouiller, chercher, etc. Et du coup, ça va devenir toujours intéressant. Et puis, on a leurs photos, qui sont une première entrée dans leur univers, qui sont une chose qu'on a beaucoup utilisée dans la bande dessinée pour... comme témoignage de ce qu'ils ont vu, déjà, de toute façon, avec le bonheur de découvrir que sur certaines photos, il y a Hans Namuth qui est présent. Donc, dans ces cas-là, on sait que c'est Georges Resner qui a pris la photo, mais sinon, on ne sait jamais lequel des deux a appuyé sur le bouton. Voilà, il n'y en a pas où il y a Georges Resner. Donc voilà, c'est comme ça, moi, la rencontre avec ces deux personnages, enfin personnages, c'est pas des personnages, c'est des vraies personnes, dont le destin est assez hallucinant. C'est ça qui a poussé, je pense, Rénal à vouloir raconter cette espèce d'enchaînement d'exil les uns après les autres. Parce que ce sont donc des Allemands qui ont quitté leur pays pour la France, et qui, en 1936, sont donc à Barcelone, en Espagne, non pas, donc je l'ai dit, pour couvrir la guerre d'Espagne qui allait débuter, et qui était ce moment donc de
de grands coups d'État emmenés par des militaires, dont Franco, contre la République qui était alors en place, mais pour couvrir un événement alors qu'il y avait déjà une forte connotation politique, un événement sportif, une Olympiade en réaction aux Jeux Olympiques qui cette année-là, hasard, se trouvaient à Berlin, donc sous le régime nazi, et ils y sont pour cela. Mais ils y sont pour qui, Reynald Pélissier? Qui est-ce qui les envoie là-bas? Et qui sont ces deux jeunes hommes, deux jeunes photographes en 1936 à Barcelone? Alors, Hans Namuth et Georges Resner, c'est deux jeunes photographes allemands. Quand je dis jeunes, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans le récit aussi, c'est qu'on raconte quand même le parcours de jeunes hommes qui ont entre 20 et 24 ans maximum pendant les... 21 ans pour Namuth et 24 ans pour Resner en 1936. Ils sont très jeunes, ils sont engagés également à 17 ans, ils sont engagés anti-nazis, ils sont pacifistes, ils sont socialistes et ils fuient le régime nazi en 1933. Ils arrivent en France, ils se rencontrent. En fait, il y en a un qui a déjà une formation, c'est Georges Resner. Il a déjà une formation de photographe et il va former Hans Namuth à la photographie. Et puis peu à peu, il commence à collaborer pour un magazine français qui s'appelle Vue. Alors le Vue, avant-guerre, c'est le Paris Match. C'est vraiment le magazine de référence avant-guerre. Et ils sont envoyés spéciaux par ce magazine pour les Olympiades de Barcelone en 1936. Les Olympiades, c'est donc les contre-Jeux olympiques. C'est vraiment le gouvernement républicain espagnol qui décide de manifester contre les Jeux olympiques qui sont organisés par Berlin en 1936. Et donc, ils invitent, eux, des tas d'athlètes, des athlètes communistes, des athlètes juifs, vraiment tout ce qui peut se mettre en opposition avec le régime nazi. Et en fait, le jour de l'inauguration des Olympiades, à Barcelone, éclate le soulèvement militaire, la tentative de putsch des franquistes. Et donc, au lieu de photographier des athlètes en mouvement, ils vont se retrouver à photographier des combats de rue. Et il faut savoir que c'est vrai, quand on parle de la guerre civile en Espagne, on parle beaucoup de Capa. Mais Capa est arrivé après, et ils font Hans Namuth et Georges Resner, grand photographe, et qu'on croise dans votre album. Oui, qui est même, on vous dira après, qui est peut-être même sur la couverture. Et, voilà. Et en fait, ils vont être parmi les tout premiers photographes présents pendant la guerre civile en Espagne. Voilà. Ce qui au départ n'a pas la connotation de guerre civile, puisqu'on ne sait pas que ça va durer 3 ans, mais ils sont avec un photographe catalan extraordinaire. Je conseille d'aller voir son travail, qui s'appelle Agustí Centelles. Ils sont tous les trois à Barcelone et ils vont photographier vraiment les combats. Alors, vous l'avez dit, effectivement, on ne sait pas que la guerre va durer 3 ans. En revanche, ils savent quand même qu'ils sont dans un pays qui connaît déjà quelques troubles, quelques tentatives de coups d'État contre la République, encore jeune République espagnole. Cela commence à les habiter, d'après ce que vous avez pu comprendre ou lire d'eux, ce contexte autour des Olympiades, de comment va l'Espagne ou comment va mal l'Espagne. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le contexte historique de l'Espagne. Ce que je sais, c'est qu'ils ont un engagement profond contre toute forme de fascisme. Et donc, quand il y a cette tentative de coup d'État, ce début de soulèvement des militaires franquistes, c'est évident pour eux, c'est immédiat pour eux qu'il faut s'engager, voilà, parce qu'il y a une république légitime qui a été mise en place par un vote, et il y a un soulèvement militaire, franquiste, fasciste. Donc, il faut s'opposer à ce soulèvement militaire. Et là, ce que l'on voit, c'est le début, le 19 juillet donc 1936, qui devait être, vous l'avez dit, le premier jour des Olympiades. Mais ça, ce sont les premiers bruits de la guerre d'Espagne qui débutait à l'heure. Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Parce on le voit bien sur la partie basse gauche de l'album. La guerre, c'est d'abord des bruits, les bruits de tir. Qu'est-ce qu'ils comprennent de ce qui est en train de se passer? Alors, ils entendent des rumeurs, et des bruits de rue qui parlent de soulèvement, qui parlent de soulèvement militaire, mais il y a la radio officielle qui est en train de dire que ce soulèvement va très vite être réglé. Enfin, c'est une histoire d'heures. Et puis ils entendent des détonations. Alors dans la culture espagnole aujourd'hui encore, les feux d'artifice sont très nombreux, donc ils se disent au départ, il doit y avoir une pétarade quelque part, un feu d'artifice, et puis très vite ils comprennent que c'est des combats. Et je pense pas, on l'a lu très vite. Ils se disent, il y a beaucoup d'observateurs extérieurs qui sont là pour ces Olympiades, qui vont rester cloîtrés dans les hôtels. Et eux, ils ont un appareil photo chacun. Leur métier, c'est d'être reporter. Et tout de suite, ils se disent, il faut aller là où ça se passe, il faut aller raconter ce qui se passe, il faut être témoin de cet événement. Et donc, très vite, ils vont s'engager. Voilà, et ils vont d'abord effectivement sortir de l'hôtel. Là, il y a une cartographie de la ville, puisque très vite, il y a des militaires en armes qui quadrillent la ville. Mais très vite aussi, il y a une population qui résiste, qui essaie de poser des barricades. Comment là aussi, Titoine, en tant que
metteur en scène, metteur en image de cette histoire. Ça vous a intéressé, cette manière dont la ville se présente dans ces premières oppositions, qui voient des oppositions victorieuses pour ceux qui ont mis les barricades, pour ceux qui se sont opposés au premier temps du putsch? Alors, c'est toujours intéressant, c'est plus intéressant de dessiner la ville en état avec des barricades qu'avec des passants qui font les soldes. Donc, je me suis appuyé, Rénal m'a passé pas mal de documentation, et puis j'en ai cherché aussi de mon côté. J'ai essayé de travailler à la fois à partir de leurs photos qui montrent des rues, des barricades, etc., et qui témoignent de ce qu'ils ont vu, d'autres documentations, mais en les prenant un peu avec des pincettes, parce que je me dis, ils n'ont peut-être pas été à cet endroit-là, ils n'ont peut-être pas vu cet endroit, etc. Même si parfois on peut trouver dans d'autres photos d'époque, des lieux qui ressemblent à des lieux qu'on voit sur les photos de Münther-Eisner. Et je me suis appuyé beaucoup sur cette documentation pour dessiner les gens, parce que, en fait, en dessin, on voulait tous les deux être le plus réaliste possible et le plus proche de la réalité qu'ils ont eu sous les yeux. Et autant avec le texte, je pense qu'on peut ne pas trop se tromper en décrivant quelque chose, autant en dessin, on peut très très vite faire des erreurs, des anachronismes, parce que dès qu'on dessine un personnage, il faut l'habiller, il faut dans le décor mettre une porte qui a une poignée, et donc moi, Barcelone en 1936, j'y étais pas. Je ne sais pas comment étaient les poignées de porte à Barcelone en 1936. Et donc, du coup, j'ai eu... c'est un truc que je raconte souvent, mais au début, ils sont dans leur chambre d'hôtel, là, la page qu'on voyait avant, quand ils entendent les bruits. Et donc, Rénal, il écrit ils sont dans leur chambre d'hôtel. Mais moi, il faut que je dessine une chambre d'hôtel barcelonaise de 1936. Et donc, je vais mettre des lits, je vais mettre un radiateur, et puis après, je me dis, mais il y a des radiateurs, il fait quelle température? Et puis, s'il y a un radiateur, comment il est le bouchon? Et puis voilà, donc je pars sur Internet, chercher bouchon de radiateur Barcelone 1936. Et comme ça, on peut passer 3 jours pleins à chercher la tronche des espadrilles en 1936 ou voilà. C'est un problème avec la bande dessinée, c'est que s'il vous manque un petit bouton, s'il vous manque un bouton sur un costume, il y aura toujours quelqu'un pour le faire remarquer. Ça, c'est-à-dire que c'est sûr que je vais avoir le descendant du fabricant de radiateurs qui va venir à la dédicace et qui va me dire « Ah mais non, mais ils n'étaient pas comme ça. Le R38, il se tournait comme ça. » Donc voilà. Donc le dessin, de temps en temps, il faut rester un peu évasif, sinon on est perdu. Parce qu'on tenait tous les deux c'est un truc qui nous a tenu toute la durée de l'album, à pas raconter des choses qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne dit pas en fait. Voilà. Et du coup, en dessin, c'est toujours très dangereux la bande dessinée historique, parce que on a vite fait de dessiner une arme qui n'existe pas à cette époque-là. Et surtout ce jour-là, puisqu'il y a plein de choses qui évoluent d'une semaine à l'autre, suivant les modèles, effectivement, d'armes, de vêtements et autres. Et donc je reviens sur cette première journée de la guerre d'Espagne, 19 juillet 1936, premier combat, premier mort également. C'est une victoire, Rénal de Pellicer, une victoire pour le peuple barcelonais contre les putschistes, ce premier 19 juillet 1936, ou pas? C'est le début de quelque chose, en tout cas. C'est-à-dire que c'est très compliqué de résumer la guerre civile en Espagne, parce qu'on l'a fait de manière... je me souviens de mes périodes au collège ou au lycée où la guerre d'Espagne, c'était un tout petit chapitre dans les livres d'histoire
où on disait d'un côté il y a les républicains, de l'autre côté il y a les franquistes. Alors on résumait les républicains, le peuple, les ouvriers et une toute petite partie de l'armée. Et de l'autre côté on disait mais non, de l'autre côté c'est l'Église, l'armée et la bourgeoisie. La guerre civile en Espagne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment la moitié de l'Espagne contre l'autre moitié de l'Espagne. C'est aussi une guerre de religion, puisque les républicains étaient plutôt hostiles au clergé. Et donc, il y a une partie de la population espagnole qui ne se reconnaissait pas dans le côté républicain, parce qu'ils étaient profondément croyants. Donc, c'est très compliqué à résumer. Et en plus, c'est une histoire où, suivant la région où on se trouve, ça ne vit pas de la même manière. Là, voilà. Barcelone, qui est quand même un nid républicain assez c'est un fort. Nid anarchiste, surtout. Un nid anarchiste. Et en plus, les républicains, c'est une entité... on voit en France comme c'est compliqué de faire ce qu'on appelle un front de gauche. Voilà. Donc imaginez aussi en Espagne en période de guerre civile, d'un côté, il y a le POUM, il y a les anarchistes, il y a les marxistes, il y a les communistes, il y a les socialistes. Il faut que tous ces gens s'entendent pour faire une lutte ensemble. Mais ce qui est très intéressant à Barcelone, c'est qu'il y a un soulèvement militaire qui est armé, équipé, entraîné, et ils vont se retrouver en phase 2 face à des ouvriers, essentiellement, qui se sont constitués en milices. Des ouvriers, il y a des couturières, il y a des femmes, il y a des gamins de 16 ans, et tout ça, qui prennent les armes et qui s'opposent. Voilà. Et c'est vrai que l'armée est, dans plusieurs villes d'Espagne d'ailleurs, l'armée espagnole qui s'est soulevée est sidérée de voir qu'en phase 2, il y a des gens qui s'opposent, et qui réussissent à s'opposer et qui mettent un terme, en tout cas temporaire, à ce soulèvement. Y compris des athlètes étrangers. Alors, y compris. Je la pose quand même, alors ma question. Puisque c'était une Olympiade, il y a plein de personnes qui viennent, parce que la guerre d'Espagne, c'est aussi pour beaucoup les brigades internationales, c'est-à-dire des combattants venus de plein de pays combattent du côté du camp républicain ou du camp de gauche, mais en 1936, le 19 juillet, c'est aussi une présence sur place de pas mal de gens qui viennent de partout parce qu'ils sont sportifs. Oui. Donc imaginons que je vienne tout de suite une question, ils font quoi ces gens-là, dans ce moment-là ? Il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes étrangères qui sont venues pour les Olympiades. L'immense majorité, immédiatement, le but, c'est de rentrer chez eux et d'éviter le combat. Mais les premiers membres, on peut dire, des brigades républicaines, c'est effectivement des athlètes palestiniens, juifs, des opposants politiques à Hitler qui vont prendre des armes spontanément et tout de suite. Et alors pour nos deux photographes, le 19 juillet 1936, est-ce que c'est aussi la fin d'un monde, un changement de leur monde, un changement de leur vie, qui, eux qui ont fui l'Allemagne nazie pour la France, se retrouvent en Espagne, qui débute une guerre? Jusqu'où est-ce que c'est un changement pour eux dans leur vie et puis aussi dans leur activité de photographe correspondant pour la presse? Oui, je vais essayer, tu me corriges si je dis n'importe quoi. En fait, ils sont venus faire un petit reportage de sport. Et puis, ils se retrouvent au milieu d'un conflit. Et donc, ils vont en fait endosser ce rôle de photographe de guerre parce qu'ils voient des choses et ils se disent il faut en témoigner. Donc, c'est un moment qu'on met en scène dans la bande dessinée de ce moment où ils appellent le patron de la revue pour lui dire il faut qu'on reste en fait. Donc ça a modifié, je pense, leur approche parce que je ne suis pas sûr qu'ils étaient autant impliqués par les Jeux Olympiques que par cette lutte qui les renvoie à leur déjà exil précédent et à leur combat plus jeune. Il faut témoigner, avez-vous dit, Titoine, Reynald Pellicer, comment c'est reçu aussi par le journal qui les a envoyés, donc vu, puisque très peu de temps après, arrivent aussi d'autres journalistes, et c'est là où Robert Capa arrive dans l'histoire en Espagne et dans votre album avec Gerda Taros, que c'est un couple de photographes, un couple de reporters. Est-ce que ça intéresse d'abord tout simplement la presse française, et vu notamment de rendre compte de ce qui se passe avec ces deux photographes déjà en place et avec deux autres journalistes qu'ils envoient? Mais c'est beaucoup plus que ça. Non seulement il travaille pour ce magazine qui s'appelle Vue et qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Lucien Vogel, qui est profondément ancré aussi, peut-être un peu trop à gauche d'ailleurs pour ses actionnaires. Mais surtout, ils l'ont licencié pour ça. Ils l'ont licencié pour ça parce qu'il était partisan du côté républicain. Mais ça va être une déferlante de journalistes qui viennent du monde entier. C'est le premier conflit
qui va être autant couvert par la presse, autant photographié et autant raconté dans la presse internationale. C'est vraiment c'est énorme, quoi. C'est le premier conflit. Il faudra attendre la guerre du Vietnam pour qu'un conflit soit aussi médiatique et aussi... alors, au Vietnam, c'est seulement retransmis à la télévision, mais également dans la presse magazine. Mais la guerre d'Espagne, c'est énorme, quoi. Alors, avec une particularité quand même, parce qu'il faut aussi être honnête, c'est ce qu'on essaie de raconter dans le livre, c'est que pendant la guerre civile en Espagne, vous ne pouvez pas travailler, si vous êtes journaliste ou reporter, si vous n'êtes pas dans un camp ou dans un autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour avoir une accréditation, Hans Namuth et Georges Resner, pour pouvoir photographier du côté républicain, ils doivent avoir une autorisation, en l'occurrence, la communauté de Catalogne, mais également du ministère de l'Intérieur, enfin de la Défense à Madrid, et ils vont porter l'uniforme républicain, enfin le premier uniforme républicain, sans armes, mais en tout cas, ils seront embarqués du côté républicain. Et retenez ça, parce que ça aura beaucoup d'importance au moment de la Seconde Guerre mondiale, et de savoir comment fuir la France face à l'Allemagne. Ouais. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ils sont obligés de... Enfin, en tout cas, ils ne sont pas obligés, puisque c'est leur vocation, mais en tout cas, vous ne pouvez pas être journaliste et observateur extérieur si vous n'êtes pas partisan du côté franquiste. C'est même plus que ça, puisque les franquistes affichent une ligne de conduite qui est très simple, et tout ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Et tout ce qui est contre nous, ils sont fusillés. Et on raconte d'ailleurs, à un moment donné, l'histoire d'une journaliste française qui s'appelle Renée Lafont, qui est sur place et qui est envoyée par un journal français, qui est le journal de Léon Blum d'ailleurs, et qui essaye d'aller au plus près de la ligne de front, qui est arrêtée par les troupes franquistes. Et comme elle travaille pour Léon Blum, elle est encartée tout de suite socialiste et elle est fusillée immédiatement. Donc y a pas de... C'est très difficile d'imaginer un journalisme ou une observation neutre. Ou dégagé en tous les cas d'une appartenance partisane. Et alors je reviens du coup sur ces autres journalistes, que parmi les autres journalistes, donc, il y a Robert Capa et Géda Tarot. Alors évidemment, Robert Capa, c'est un grand nom du photojournalisme. Quel était à la fois son rôle en Espagne, et quelle était surtout sa relation à Hans Namuth et Georges Resner, et inversement, comment eux s'entendaient avec lui, comment se répartissaient-ils le travail. Capa, je rajoute une petite question. Capa, il est où Eh ben, je vais vous le montrer. Capa, on parlait de putsch, mais Capa, lui, il a réussi le putsch. Parce que lui, c'est le photographe qui va mettre la main mise sur la guerre. Enfin, quand on parle photographie, guerre civile d'Espagne, la réaction spontanée, le réflexe spontané, c'est de dire « Ah, Capa ». Voilà. Alors, Capa, c'est un photographe parmi tant d'autres, sauf qu'il a construit sa légende. Alors, d'ailleurs, sur la couverture, il y a un couple célèbre, probablement, un historien espagnol qui l'affirme, et un intrus. L'intrus, je laisserai Titoine. en fait, je vais faire comme Monsieur Météo. Sinon, vous avez le pointeur, si vous voulez. Ouais, enfin, en tout cas, ici, si vous voyez, il y a un couple de dos. Et alors, il y a une bataille en Espagne, qui est la bataille de Cerro Moriano, qui se trouve à quelques kilomètres de la fameuse photo prise par Robert Capa. Et en fait, Hans Namuth et Georges Resner sont présents lors de cette bataille. Ils font cette photo les civils qui fuient la bataille. Et il y a 4 ou 5 ans, il y a un historien espagnol qui dit « Mais attendez, les deux personnes qui se trouvent tout en bas à droite, qui sont de dos, c'est un homme et une femme, ils n'ont pas d'armes, a priori ils ont un appareil photo, c'est évident, c'est Capa et Géda Tarot. » Voilà. Donc c'est ça. Après, Capa, il arrive et il va couvrir la guerre civile en Espagne, comme beaucoup d'autres photographes, encore une fois. Et Titoine, alors l'histoire de l'intrus ? Ah, l'intrus. Le bas de cette couverture est fait à partir de 2 photos de Namuth et Resner. Donc la partie droite avec les réfugiés, puis l'autre partie qui est Tolède. Et j'avais un vide entre les deux un peu, et donc j'ai mis mon chien. Voilà, donc c'est mon chien. Donc il n'y était pas à l'époque. C'est une petite licence poétique que je me suis permise pour la... Voilà. Très audacieux. Alors, vous l'avez dit aussi, voilà, c'est un peuple en armes. Bah, justement, voici la manière dont cela est raconté dans la presse. Ce sont leurs photos. Qu'est-ce qu'ils montraient dans leurs photos ? Elles ressemblent à quoi leurs photos ? Parce qu'un peuple en armes, vous ne l'avez pas pris à la légère, ce titre-là, puisque vous vous êtes aussi intéressé à montrer une galerie de portraits, en l'occurrence des Catalans, à montrer ce qui se passait à l'intérieur du peuple, au-delà du rapport direct avec l'armée. Elles ressemblent à quoi leurs photos, alors ?
Le titre, il est juste parfait, quoi, sur un peuple en armes. C'est ce qui les a intéressés. On voit cette photo de cette femme tout en haut, par exemple, qui a un fusil à la main et qui est habillée en tenue du dimanche. Je ne sais pas d'où elle sort, je sais pas d'où elle vient, mais ça résume ça. C'est-à-dire que spontanément, dans toute l'Espagne, il y a des gens qui se sont soulevés contre cette armée qui essayait de mettre un terme à la République. Et d'ailleurs, en fait, toute la période, le début de la guerre civile en Espagne, 1936, jusqu'au début 1937, c'est une armée, l'armée républicaine, c'est une armée un peu décomposée. Il y a à la fois des militaires, il y a à la fois la garde civile, il y a des ouvriers, il y a des milices ouvrières. Ça va être, voilà, c'est une espèce de mélange de gens qui viennent d'horizon. Il y a des femmes combattantes jusqu'en 1937. Après l'histoire est compliquée, puisqu'après 1937, il y a vraiment une mainmise du Parti communiste et de l'URSS sur ce conflit, et ils vont créer ce qu'on appelle une vraie armée, et tout ça va disparaître. Mais ça révèle aussi le côté un petit peu avant-gardiste de l'époque. En Espagne, dès 1936, avec la victoire du Front populaire, il y a eu le droit de vote pour les femmes, il y a eu des femmes qui étaient à des postes de ministres, c'était vraiment en avance sur leur temps, quoi. Et donc ces gens-là ne veulent pas renoncer à ce qu'ils viennent de gagner. Donc ils descendent de la rue, et c'est ça que racontent Hans Namuth et Jean Gessner. Sauf qu'un peuple en armes, c'est aussi un peuple plus compliqué à gérer, en tout cas une armée plus compliquée à gérer, puisqu'il y a aussi des histoires de vengeance. C'est ainsi que, notamment dans un monastère, il y a eu des massacres. C'est ainsi ce que vous racontez ça, puis vous racontez aussi dans les campagnes ce qui peut se passer entre certains cultivateurs et les propriétaires traités de fascistes, et alors soit expulsés, soit tués. C'est aussi un moment où finalement pas grand monde contrôle ce qui se passe, et la violence et la vengeance, elle peut être là à chaque coin de rue ou chaque coin de champ. C'est une guerre civile. C'est vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est alors même s'il y a des interventions étrangères, mais c'est vraiment un peuple qui est divisé, qui est séparé en deux et qui vont s'affronter, et parfois avec cruauté, parfois cruauté des deux côtés. Effectivement, en 1936, à Barcelone, il y a tout un monastère où les républicains vont exécuter tous les curés qui ont permis à des nationalistes de se réfugier. Et ça va être ça sans arrêt pendant toute cette guerre civile. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas deux nations qui s'affrontent. Et enfin, après, de toute façon, de 1939 à 1945, on a vu que être civil ne protégeait de rien, d'ailleurs. Absolument. C'est un peuple en armes, et c'est aussi un peuple en fuite, évidemment, pour fuir les combats. Ici, sur une photographie aussi qu'ils ont pris tous les deux. Qu'est-ce qui vous intéressait aussi de raconter dans ce qu'il y avait dans les combats et autour des combats, parce que c'est vraiment le peuple que vous racontez. Donc ça, c'est une de leurs photos les plus connues, je pense, on peut dire. Enfin, et donc c'est de celle-là que vient une partie de la couverture, donc avec potentiellement quelque part. Voilà, mais là on le voit pas parce que c'est juste avant. Mais surtout Robert et Gerda dans leurs espadrilles. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans leurs photos, c'est effectivement le fait que, comme c'est une guerre civile, ce sont des civils qui fuient, des civils qui prennent les armes, pardon, et il photographie beaucoup aussi des gens jeunes, et finalement c'est deux jeunes de 21 et 24 ans qui ne sont pas photographes de guerre, qui font de la photo de guerre, en photographiant des gens qui ne sont pas des militaires, mais qui ont des fusils et qui s'engagent, etc. Et je pense on a essayé de retranscrire l'impression que ça a dû être pour eux. Enfin, je pense qu'ils se mettent beaucoup à la place de leur sujet et qu'ils se sentent... En plus, eux ont fui leur pays, déjà, une fois. Donc, ils se retrouvent à photographier des gens qui fuient leur village, bombardés, etc.
avec des questionnements qui sont en plus très actuels sur le reportage, la photo en temps de guerre. C'est est-ce qu'il vaut mieux aider les gens qu'on voit en train de fuir, ou est-ce qu'il vaut mieux les photographier pour rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre? Enfin voilà, c'est des questionnements qui sont très actuels et qui voilà, qu'on n'a pas inventé on l'a pas dit encore, je crois, mais Raynal s'est appuyé notamment sur le journal de Hans Namuth que j'ai représenté plusieurs fois dans la bande dessinée, qui est en allemand, en catalan, en plusieurs langues, enfin, que tu as fait traduire, et qui nous donne des informations sur l'état d'esprit de Hans Namuth à tel ou tel moment. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais avant, mais... Non, mais c'est parce que en vous entendant, je me demandais aussi la question de leur rapport aux armes, parce que vous avez dit qu'ils s'identifient à un peuple en fuite, en exil, eux qui ont eu à quitter l'Allemagne suite à l'arrivée au pouvoir des nazis, mais vous avez aussi présenté comme des personnes extrêmement engagées contre le fascisme. On sait la guerre d'Espagne, au bout d'un moment, voilà, il y a d'autres pays qui sont rentrés dans cette guerre civile, les soviétiques du côté des républicains, et puis l'Allemagne et l'Italie du côté franco. Leur rapport aux armes, quel a-t-il été et comment voilà, sont-ils engagés dans cette guerre? Oui, ils ne se sont pas emmêlés les pinceaux. Hein. Pour eux, c'est très simple. Ils sont là pour témoigner. Voilà. Et leurs seuls outils, ce sont leurs appareils photo. Voilà. Et une photo comme celle-ci témoigne en fait de la souffrance aussi du peuple. Et c'est ça qu'ils ont voulu raconter. Et c'est une photo que moi, je trouve répétitive, parce qu'aujourd'hui encore, on a les mêmes images tous les jours dans la presse, que la France, en 1939, va connaître 1940 va connaître les mêmes images. Et de chaque conflit, vous avez ce genre d'image qui est là pour faire réagir l'opinion publique internationale. Donc c'est ça l'objectif qu'ils ont. Et après, l'opinion publique internationale réagit plus ou moins fort, ça dépend des cas. Mais c'est ça leur métier. Leur métier, c'est ça, ils ne se trompent pas. Ils ne vont jamais prendre un fusil, même si leur engagement est profond. Enfin, ils vont jamais... En tout cas, tant qu'ils sont journalistes, ils ne vont pas le faire. Voilà. Oui. Après, plus tard, Hans Namuth, lui, va s'engager dans l'armée américaine. Mais ça, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Quel était aussi leur espoir, leur objectif avec ces photographies-là, et notamment dans la vie de ces photos? C'est-à-dire qu'elles sont publiées dans la presse française, elles sont aussi... alors, hop, je vais repasser. Voilà, je dis qu'il y avait des galeries de portraits, mais je voudrais passer à l'image d'après, Newsweek, qui fait aussi donc la une de journaux, la presse internationale, ici un grand magazine de la presse américaine. Quel était leur espoir? On fait des photos aussi pour quelque chose, donc pour témoigner, mais est-ce qu'ils avaient l'espoir que leurs photos pèsent sur le conflit, notamment mobilise une partie, alors là c'est pas le cas pour Newsweek, mais une partie de l'Europe qui a plutôt voulu ne pas intervenir? C'est ça justement, c'est-à-dire qu'en témoignant à travers la presse internationale, leur objectif, c'est de sensibiliser les démocraties, en tout cas, comme la France et l'Angleterre, en disant « engagez-vous militairement pour une république qui est une république légitime, qui a été élue contre le fascisme ». Et de l'autre côté, vous avez effectivement l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste qui va prêter main forte aux fascistes espagnols pour ce conflit. Et en fait, ils se désespèrent au fur et à mesure de voir que la France et l'Angleterre, de rares initiatives, se désengagent complètement, restent neutres par rapport à ce conflit. Et du coup, ils laissent la main libre justement à l'URSS, qui après va mettre la main mise sur le côté républicain. Ouais. Ce genre de photos qui circulent dans la presse française et la presse internationale, qu'est-ce qu'elle leur fait à eux en tant que photographes, en tant que jeunes photographes? Est-ce qu'elle leur fait accéder à un statut autre, différent? Est-ce qu'ils deviennent des personnages de l'actualité, rapportant l'actualité? Ça leur donne une dimension. Tout d'un coup, ils ont tout le crédit, ils deviennent reporters de guerre, reconnus internationalement, et ils vendent partout. Enfin, il y a une agence qui vend leurs photos un peu partout dans le monde. Eux récupèrent très peu
très peu de leurs ventes, mais en tout cas, ça y est, ils ont un crédit international et ils sont considérés comme des grands reporters. Ouais. Ouais, alors le fait qu'ils aient peu de crédit de leur vente, est-ce qu'il y a une explication au fait que les photos circulent peut-être un peu plus que leur nom ? Écoutez, les photographes de guerre qui récupèrent pas leur denier de toutes leurs ventes, c'est un petit peu comme les auteurs de bande dessinée qui récupèrent pas les chiffres de vente des éditeurs. Vous voyez, c'est le genre de choses. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Non, mais c'est. Non, mais c'était un souci pour eux. C'est un souci dans le fait que leur nom n'ait pas toujours été cité dans les publications, dans les journaux. Ah, mais ça, c'est l'époque aussi. C'est-à-dire que en fait, la plupart des journaux s'encombrent pas à ne pas créditer les photos ou à créditer au mieux l'agence qui a vendu la photo. Oui, puis en fait, eux, ils envoient leur négatif et puis voilà. Donc, c'est pas eux qui choisissent la photo qui va être publiée. Si quelqu'un a mélangé les négatifs, c'est pas le bon nom qui est en dessous, etc. Quoi. Donc, c'est en plus, je pense qu'ils voient les publications très tardivement par rapport à quand elles sortent. Effectivement. Je vous ai posé la question de leur espoir, de l'objectif qu'il y avait avec les photos, mais alors c'est une guerre qu'ils ont vécue, couverte du côté des perdants de cette histoire. Comment cela les a accompagnés ? Vous parlez d'un sentiment de culpabilité qui a notamment accompagné Hans Namus quand il a pu partir pour les États-Unis en 1941 par rapport à cette guerre. Est-ce qu'il y avait un côté de « on n'a pas complètement réussi » ? Ils ont même un sentiment d'échec. Alors en fait, il y a plusieurs points de bascule. Donc 1936, début de la guerre civile. 1937, comme il n'y a pas d'engagement ni français ni anglais du côté des républicains, l'URSS et le Parti communiste vont avoir la main mise d'un coup sur le côté républicain. Et il va y avoir des conflits internes, mais des conflits armés entre anarchistes communistes ou entre exactement. communistes, suivant s'ils adhéraient ou non à l'idéologie soviétique. Il y a des règlements de compte, il y a des exécutions, et puis eux sont menacés, puisqu'ils étaient engagés du côté marxiste, et donc ils doivent quitter absolument. Tout ce qui est anti-stalinien doit disparaître ou quitter très vite l'Espagne. Donc ils vont quitter l'Espagne en 1937. Et donc, ils vont revenir en France. Ils vont commencer une nouvelle carrière de reporter avec un peu plus de reconnaissance, un peu plus de notoriété. Et puis, 1939, la guerre éclate entre la France et l'Allemagne. Et il y a une loi qui est décrétée qu'il faut interner tous les réfugiés allemands présents sur le sol français, qu'ils soient anti-nazis ou nazis. Et donc, ils se retrouvent encore une fois ballottés par l'histoire, internés dans des camps, au camp d'Émile. Pour l'un, à Blois pour l'autre. Et puis, lorsque la France perd la guerre, ils savent que il y a une des lois, une des conditions d'armistice qu'a signé la France, malheureusement, c'était de la France s'engager à livrer tous les opposants politiques allemands à l'Allemagne. Voilà. Et ils savent qu'ils sont sur la liste, sur une liste noire, qui vont être livrés à la Gestapo. Et donc, je ne sais pas si on va aussi loin dans le récit, mais en tout cas, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de s'évader des camps et de fuir le plus vite possible le territoire français. C'est là où je prenais date tout à l'heure dans ce que vous disiez un petit peu plus tôt, quand vous disiez que pour couvrir cette guerre, ils s'étaient entre guillemets engagés dans un camp, mais donc pour le régime franquiste en Espagne, ils étaient engagés du côté des républicains. Ça a aussi été du coup quelque chose qui s'est représenté à eux quand en 40, alors en l'occurrence c'est pour l'histoire de Hans Namus, quand il a cherché une manière de quitter la France, que l'Espagne ne pouvait pas être pour lui une zone de passage ou une zone de refuge. Alors comme beaucoup de réfugiés allemands, juifs, opposants politiques ou d'autres nations, qui en fait en 1940, une fois que la guerre est perdue pour la France est coupée en deux. Il y a une zone occupée, une zone soi-disant libre. Et beaucoup de réfugiés vont descendre à Marseille, qui est le dernier port important, et où on peut rejoindre les États-Unis si on obtient un visa par la mer, ou de fuir par l'Espagne et de rejoindre le Portugal, et une fois qu'on est au Portugal, de prendre un bateau également, de partir pour les États-Unis. Sauf que tous ceux qui sont battus du côté des Républicains ou qui ont témoigné du côté des Républicains comme eux savent très bien que s'ils passent par l'Espagne et qu'ils se font arrêter, ils seront aussitôt remis à la France, qui elle-même les remettra à la Gestapo, et ils seront déportés. Donc c'est un piège pour eux. Partout où ils vont, ils sont menacés. Et encore plus pour Georges Resner. Georges Resner,
homosexuel et juif. Ah, lui, il coche toutes les cases. Et allemand, il est de gauche, il est juif, allemand et homosexuel. Donc il sait très bien. Lui, il se sent condamné complètement. Mais Namut n'est pas tellement mieux loti, donc c'est vraiment. Sauf que dans l'histoire, on ne va pas divulgacher, mais on sait qu'il y en a un qui est plus combatif et l'autre qui tout ce tumulte et tous ces exodes et ces exils répétés font qu'il tombe peu à peu dans une dépression profonde parce que lui il se sent piégé et il voit plus d'issue. Alors 2 petites images pour terminer. Plusieurs petites images, j'en ai encore d'autres après. Voici Hans Namuth, photo donc prise, on le suppose, par Georges Reisner. Comment est-ce qu'elle vous a permis de le dessiner, Titoine ? Alors pour Namuth, c'était super parce qu'il apparaît sur plusieurs photos. Donc j'ai pu, notamment celle-ci, dont je me suis servi dans l'album aussi. Donc je l'ai de profil. Alors je l'ai pas de face, je crois qu'il n'y a pas de photo, il est de face, mais voilà, on peut commencer à se débrouiller pour faire un personnage qui se tient à peu près. En plus, il a un magnifique nez aquilin, des cheveux comme j'aimerais en avoir, tout ça. Donc c'était super. Et puis par contre, pour Georges Reisner, quand j'ai commencé à dessiner l'album, on avait une photo qui est dans un recueil de leurs photos qui s'appelle Spanisches Tagebuch, et où on voit un profil de Reisner, mais qui est serré très court, donc on ne voit pas ses cheveux. On voit qu'il a des petites lunettes rondes, donc ça pour un dessinateur c'est trop bien, il a des lunettes, voilà. Et il a exactement le même nez que Namuth, et ça c'est la catastrophe pour un dessinateur, parce que 2 personnages qui se ressemblent un peu, quand il suffit qu'il enlève ses lunettes, ils ont la même tête, ça va être l'enfer. Donc du coup j'ai pris le parti de modifier un peu le visage de Reisner. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Et puis je l'ai fait un peu blond, parce que je me disais, bon, il est allemand, qu'il est blond, tout ça. Et puis, donc j'ai dessiné Reisner comme ça, tout l'album. Et puis, vers le milieu de l'album, parce que quand moi j'ai commencé à dessiner les pages du début, le prologue et puis tout le passage à Barcelone, en fait, Reynal était encore en train de travailler à enquêter, c'est-à-dire à ce moment, quand j'ai commencé à dessiner, on perdait leurs traces au camp des Milles, notamment, on ne savait pas s'ils s'étaient enfuis, suicidés, voilà, c'était compliqué. Et c'est le moment où Reynal a retrouvé la trace d'une fille de Namuth et la petite nièce de Reisner. Et la petite nièce de Reisner a eu la gentillesse de fournir à Reynal des documents, des lettres, etc. Et notamment sa carte de presse. Et sur sa carte de presse, on voit très nettement qu'il est brun avec les cheveux un peu bouclés. Donc voilà, mais comme la moitié de l'album était dessinée, il est resté blond. Une licence poétique. Voilà. Une de plus, ça et le chien. Après le reste, on est bon. Absolument. Alors, j'ai quelques images. Alors, on va pas trop le temps de commenter, mais c'est une image très marquante de l'album où c'est la question de la peur, des sentiments aussi, de qu'est-ce qu'est correspondant de guerre quand on est soi-même aux prises avec la guerre. Et c'est une guerre d'Espagne qui est d'abord beaucoup une guerre de bombardement, donc aussi il y a cette difficulté à savoir d'où vient la menace et que l'ennemi est invisible. Mais je voudrais aussi vous intéresser à l'objet photographe, parce qu'à plusieurs reprises, vous mettez en scène également cet objet. Ça a aussi été un plaisir de raconter la relation de personnage à cet appareil photo, la pellicule, parce qu'à l'époque, c'était encore des pellicules qu'il fallait mettre, protéger. Ouais, c'est ça. Déjà, on s'est posé beaucoup de questions. Tu as interrogé une spécialiste de l'histoire de la photo, tout ça, sur leurs appareils. En plus, il y a la question. Donc, ils travaillent avec 2 appareils qu'on voit ici, un Leica
et un Rolleiflex. Donc, ils ont une discussion à ce moment-là intéressante sur le fait que en fait, le Leica, on vise dans le voilà, alors que le Rolleiflex, c'est un appareil où on vise par le haut, on le tient comme ça, et il parle du fait que c'est assez qu'il y a un appareil qui est plus dangereux que l'autre parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est en train de tenir une arme et qu'en temps de guerre, voilà, c'est dangereux. Voilà, il faut faire gaffe. Mais en tout cas, on s'est posé plein de questions sur la pellicule, exactement quel appareil ils avaient, etc. Comment ils faisaient pour transmettre leurs photos, parce qu'on a cherché du côté de l'ancêtre du fax et tout ça, mais en fait, c'est pas ça qu'ils avaient. Ils envoyaient vraiment leur négatif. Et donc, on a essayé de montrer ça aussi, parce que c'est des questions qu'on se pose. Et puis, il y a un peu ce mystère chez eux qui est que il y a 2 appareils, il y a 2 photographes, mais on ne sait pas qui a fait quelle photo, à part celle où on voit Namut, on est sûr que c'est Reisner qui les a faites, mais sinon, on ne sait pas s'il se passe l'appareil photo ou pas. Enfin, on n'a pas, on peut voir en fonction des photos, le format de la photo, on peut savoir quelle photo a été prise par quel appareil, mais pas par quel photographe. Donc ça, c'est un peu le mystère qui reste entier. Et ce qui est juste, je vais juste ajouter une chose qui est intéressante, c'est que il reste pratiquement rien de leur travail. Pendant très longtemps, on n'avait plus rien, puisque en 1940, la Gestapo va perquisitionner leur studio photo et va tout détruire. Et donc, il restait une 40 photos à peu près, qui étaient archivées aux États-Unis. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Et puis, il n'y a pas très longtemps, avant qu'on termine le livre, les archives de Barcelone ont retrouvé à peu près 200 clichés qu'ils ont numérisés et qui nous ont permis de voir un peu plus de leur travail. Mais l'essentiel de leur travail, si vous voulez le voir, en fait, c'est la planche qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire c'est dans les articles de journaux de l'époque, dans la presse de l'époque. Mais tout a été à peu près détruit. C'est ce qui fait aussi, je pense, qu'ils n'ont pas eu la gloire et la notoriété qu'a eu justement un Robert Capa, Gerda Taro, des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il reste pratiquement rien de tout leur travail. Un travail d'époque, parce qu'un des 2 survivants a réussi aussi à s'inscrire dans l'histoire de l'art, notamment aux côtés de Jackson Pollock aux États-Unis. Puis une dernière question avant la vôtre, parce que votre album, je trouve, sort dans un moment un peu particulier où il y a beaucoup de récits, de correspondants, de photographes de guerre, que ce soit des journalistes qui se racontent dans des témoignages, que ce soit aussi dans des bandes dessinées, dont la vôtre. Évidemment, à Saint-Malo, il y a l'exposition qui a été prolongée pour raison de succès de Lee Miller, qui se trouvait journaliste, correspondante de guerre, qui se trouve en 1944 au moment de la libération de la ville ici à Saint-Malo. Et puis il y a le film qui lui est consacré, qui vient de sortir. Quel regard vous portez sur ce moment auquel vous contribuez avec votre bande dessinée? Pourquoi ça intéresse autant la photographie ou le plus largement être reporter de guerre? Comment vous comprenez ça? Je ne sais pas si on comprend. Non, mais il y a un intérêt, c'est parce qu'on s'intéresse aux grands témoins de l'histoire et parce qu'ils ont un rôle hyper important, les photographes de guerre, parce que moi je ne serais pas capable de le faire. Et puis parce que ça fait un siècle que l'image de la guerre change peu à peu et que chaque conflit, il y a une évolution dans le rôle du photographe de guerre, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, on a parfois reconstitué certaines scènes. Il y a des photos qui sont assez connues mais qui sont des photos post-factum. Et après, il y a la guerre d'Espagne avec des reporters, mais qui sont des reporters engagés d'un côté ou dans l'autre. Idem sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui étaient embarqués avec l'armée américaine ou avec les autres, c'est-à-dire l'objectivité, elle était un petit peu bousculée aussi. Et après, il y aura le conflit médiatique par excellence qui est la guerre du Vietnam, où là, il y a une liberté totale de la presse, puisqu'il n'y a pas d'engagement officiel des États-Unis dans une guerre ouverte. Ils sont impliqués, mais ils n'ont pas déclaré la guerre au Vietnam, donc les journalistes sont libres de travailler. Et là, ils vont diffuser toutes sortes de documents, toutes sortes de photos. Et toutes les armées du monde vont comprendre, après la guerre du Vietnam, que les photos leur font beaucoup de mal, puisqu'on peut témoigner de tas de choses. Et donc après, toutes les photos sont contrôlées, filtrées, embarquées. Alors il y a quelques libertés, il y a toujours la liberté de la presse, mais c'est devenu beaucoup plus difficile de travailler. On voit, je passe à autre chose, mais on voit sur le conflit. Il n'y a pas de journaliste à Gaza aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir des images de ce qui se passe, quoi.
Titoine, votre regard sur l'actualité de... C'est vrai que il y a aussi aujourd'hui des conflits qui se rapprochent de nous aussi, et je pense qu'il y a une espèce de fascination pour ces gens qui vont chercher l'image, d'autant qu'on est dans une société qui est quand même abreuvée d'images en permanence. Je pense que on en voit tellement qu'on ne s'interroge plus d'où elles viennent, qui les fait, d'où elles sortent. Maintenant, il y a même l'IA qui fabrique des images qui n'existent pas. Donc voilà. Et pour nous, c'est un sujet qui nous paraissait aussi important parce que y a des journalistes qui, par exemple, sont un photographe qui est décédé en Ukraine, je ne sais plus pour quel journal il travaillait, mais et en fait, les images, elles ne viennent pas de nulle part. Et il y a des gens dont c'est le métier et qui consacrent leur vie et parfois l'y laissent. Donc, c'est cet aspect-là, moi, je trouve, qui est aussi fascinant. Mais ce qui me fascine aussi un peu dans l'engagement des militaires dans un sous-marin qui vont sous l'eau dans une boîte en fer, c'est l'engagement de personnes pour une espèce de mission unique et qui dévore un peu tout. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler. Je suis désolé, il est déjà 15h30, on n'aura pas le temps de prendre vos questions, mais je ne peux que vous encourager à retrouver nos auteurs dans la partie Salon du Livre pour dédicacer Photographe de guerre qui a reçu donc le Grand Prix des prix Galon de la BD. Merci beaucoup Rénal Pénissier, merci beaucoup Titoine, et j'en profite pour remercier les organisateurs, les bénévoles et nos amis techniciens, Pierre notamment au son, qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup à vous et bonne suite et fin de festival.